Je travaille sur la République démocratique du Congo, Congo-Zaïre, depuis une trentaine d'années, notamment dans le domaine des sociétés et la population et la gouvernance. Et c'est un travail qui me fascine et qui m'emmène au Congo 4 ou 5 fois par an. En RDC, il y a des milliers de sujets de recherche qui sont absolument fascinants et très pertinents pour le pays, parce que le pays sort d'une crise multiforme, une guerre qui a tué des millions de personnes, une crise politique qui dure depuis très longtemps. On s'en sort tout doucement maintenant. Le gouvernement commence à se prendre en charge, mais avec une stabilité très très fragile. Donc c'est un pays où tout est à refaire. La sécurité alimentaire, l'éducation, santé publique, transport. Donc tout est à refaire. Et donc comme la société a été assoiffée de démocratie et de vouloir voir le changement positif, le travail de journaliste en RDC offre beaucoup de possibilités. Donc, en ce qui concerne les étapes de la recherche, c'est d'abord de bien identifier un sujet qui est pertinent. Le critère pour moi, c'est est-ce que c'est utile pour les Congolais? Est-ce que ça a un impact social? Est-ce que ça peut aider à mieux gérer le pays? Est-ce que ça pourrait y avoir un impact sur la gouvernance? Est-ce qu'il y a un plus-value pour le pays? C'est-à-dire que je ne vois pas l'intérêt de faire des sujets très ésotériques qui ne bénéficient pas ni le Congolais ni le pays, ni la compréhension des chercheurs internationaux par rapport au pays. Donc, travaillons d'une manière qui permet aux gens de bien se rendre compte des besoins du pays, parce que les défis du développement sont énormes. Donc, travaillons d'une manière pragmatique. Non, la première chose, je dirais que c'est d'être honnête avec soi-même et avec ses collègues, de travailler d'une manière transparente, parce que le Congo est connu pour l'extrême secret et le non-dit. Donc, en tant que chercheur, moi, je travaille beaucoup avec les collègues congolais et d'une manière que j'essaie d'être le plus transparent possible et le plus juste, parce qu'il y a beaucoup de chercheurs européens qui ne partagent pas nécessairement l'ensemble des informations avec leurs collègues congolais. Et donc, on maintient un déséquilibre en ce qui concerne l'accès de l'information. On puise l'information en RDC, mais on ne le restitue pas nécessairement. Donc, moi, j'essaie de travailler d'une manière plus équilibrée avec mes collègues congolais. Le non-dit. L'information, c'est le pouvoir. Ceux qui le détiennent veulent le garder pour lui ou pour ses amis. Le partager ou l'analyser n'est pas vraiment donné. Il y a aussi un grand problème, ce que je constate avec mes collègues congolais. Souvent, ils détiennent beaucoup d'informations, mais il y a un problème d'hiérarchisation de l'information. Donc, qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui est le moins important? Et d'apporter un message clair par rapport à ces informations et de bien communiquer. Souvent, on jette toutes les informations en vrac sans bien faire le packaging. Donc ça, c'est un défi énorme pour chercheurs et journalistes congolais, c'est de bien présenter son histoire. Les Congolais avec lesquels je travaille m'ont appris une chose, et c'est surtout de se voir régulièrement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas maintenir une relation à distance qui est véritablement productive.
Il faut se voir régulièrement, il faut se déplacer, il faut prendre des nouvelles de la famille, il faut prendre les nouvelles de quelles sont les priorités pour les collègues. Il faut être sensible, il faut avoir de l'empathie avec eux. On ne peut pas travailler d'une manière purement intellectuelle, c'est comme toute relation humaine. Mes relations avec les collègues congolais sont basées d'abord sur l'amitié et la confiance. Nous, dans le domaine des enquêtes en anthropologie, on ne le fait pas. Parce que d'abord, les gens se rendront bien compte, et puis là, ils vont être vexés. Et l'information qu'ils veulent vous donner est très fortement influencée par la façon que vous vous présentez. Si vous avez votre GSM, ils peuvent imaginer que vous êtes en train d'enregistrer, ils vous parlent autrement que si vous êtes main libre autour d'une table avec une bière. Et là, vous pouvez mieux avoir les informations que si les gens imaginent que peut-être on est soit filmé, soit enregistré. Nous menons un travail pour le moment à Goma, où nous rencontrons la ville de Goma par la population, et nous avons identifié 12 personnes dans les domaines de vie très différents, et ils nous racontent leur vie par rapport à l'arrivée des Hutus génocidaires il y a 20 ans, puis l'arrivée des AFDL, puis maintenant la M23, ils racontent aussi le volcan. Et donc, de ces 12 personnes qui ont véritablement des choses très intéressantes à raconter, il n'y avait qu'une seule qui a demandé qu'on publie son récit avec un pseudonyme. Donc, les 11 autres étaient très favorables à la transparence et à l'ouverture. Donc, je crois que cacher les outils, ce n'est pas pour rendre service à la profession. Ça dépend de la façon, d'abord, qu'on se comporte. Déjà, si on parle la langue locale, c'est un énorme avantage. Même des journalistes quinois qui parlent le lingala, qui vont mener une enquête à Butembo, s'ils ne parlent pas le nandé, c'est pas aussi avantageux que de faire ça en langue locale. Donc, je veux dire que l'usage de lingala est parfait à Kinshasa, c'est moins le cas à Lubumbashi ou à l'Est. Donc, l'utilisation de la langue la plus appropriée, évidemment, ça aide. Et puis le comportement, c'est comment on se présente. J'ai eu l'occasion de travailler avec un chercheur de l'université de Kinshasa qui menait les enquêtes dans la périphérie de la ville sur l'utilisation des produits forestiers non ligneux. Et au lieu de poser les questions aux villageois comment ils utilisaient ces produits, il s'est présenté comme étant un intellectuel universitaire qui voulait les dire ce qu'ils devraient faire. Donc, ce type de comportement, évidemment, ne passe pas. Donc, l'humilité dans les enquêtes, évidemment, est une règle d'or. L'avenir macroéconomique du pays est très largement influencé par les questions de gouvernance, de la création des institutions démocratiques et la gestion des ressources naturelles. Je crois qu'avec ces trois thèmes, il y a suffisamment de sous-thèmes et de ramifications qui permettraient aux journalistes congolais vraiment d'apporter des outils utiles pour le développement et pour stimuler le Congolais ordinaire à écouter la radio, à lire la presse écrite, à regarder l'Internet et les informations. On est toujours dans une culture de tradition orale, et donc de créer ou de faciliter une culture d'écriture et de lecture serait aussi un avantage. Tout dernièrement, on m'avait raconté une histoire qui n'est pas très, très encourageante en ce qui concerne l'aide au développement. J'étais à l'est du pays et je discutais avec quelqu'un qui détient un hangar.
Et cet hangar a été loué à une agence des Nations Unies il y a quelques années pour $6 000. Et puis, il y avait interruption et puis le propriétaire a été contacté pour le relouer. Il avait proposé un prix de $7 000 par mois pour cet hangar et l'agent qui est responsable de la passation des marchés pour cette agence des Nations Unies a dit non, ce n'est pas assez. Je vous propose de vous le louer à $10 000. Donc, cherchons la logique. Entre 7 et 10, évidemment, il y avait le phénomène de retour. Donc, je veux dire que quand on travaille sur l'efficacité de l'aide ou de l'inefficacité de l'aide, cette question de corruption et de passation des marchés est un problème majeur. Et donc ça, c'est les questions de bien fignoler l'analyse de la corruption parce que avec les ressources dont dispose la RDC et le peu de moyens qui sont disponibles pour la population et même pour le budget de l'État, ce que vous savez est à peu près 8 millions de dollars par an, ce qui est ridicule pour un pays comme le Congo avec ses ressources. Où passe cet argent? Il y avait un excellent travail fait par un parlementaire britannique, Eric Joyce, qui a démontré qu'il y avait bradage de la vente des avoirs de la GECAMIN pour financer la campagne électorale du président Kabila en 2011. Donc ça, c'est le genre d'exemple qu'on peut mettre en exergue comme montrant qu'effectivement, un travail d'investigation par des bons journalistes congolais peut avoir un impact utile.